Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire du groupe PSDR Lien Urbain-Rural, que j'organise en Romain Melot avec Mathieu Bonnefond. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Baudry, qui est écologue, professeur à l'université Paris-Saclay, membre du laboratoire ESE. Les précédentes interventions de le webinaire étaient plutôt de collègues en sciences sociales, et donc c'est tout à fait intéressant d'avoir aujourd'hui le point de vue d'une collègue écologue. Donc Emmanuel, pour te présenter rapidement, tu es une spécialiste des questions d'écologie urbaine, des questions que tu as pas mal investiguées dans le cadre d'un projet PSDR en Île-de-France, le projet Dynamique dont tu vas nous parler à présent, et qui notamment fait écho aux préoccupations de notre groupe PSDR sur l'urbain et le rural, puisque tu interroges fortement au travers de tes travaux les questions de frontières entre l'urbain et le rural, et notamment les enjeux de biodiversité en fonction de gradients d'urbanisation. Donc on est très heureux de t'écouter, de te passer la parole pour une vingtaine de minutes, à la suite de quoi on pourra initier un échange avec les internautes qui nous suivent, qui peuvent poser des questions dès le début de la présentation. Dès maintenant, vous pouvez commencer à poser vos questions via le chat. Et donc on s'occupera avec Mathieu de modérer ce chat, et on est parti donc pour à peu près 3/4 d'heure. On finira vers 13h50. Emmanuel, je te laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup Romain. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie d'un projet qui s'intitule Dynamique de la biodiversité et des services écosystémiques dans un territoire périurbain, qui est un projet qui est financé par le programme PSDR, donc pour et sur le développement régional de l'INRA et de la région Île-de-France, et qui a comme territoire modèle le plateau de Saclay que je vais vous présenter dans une petite minute. C'est un projet qui a été réalisé par 3 laboratoires, donc l'UMR-ESE dont je fais partie, Écologie systématique et évolution de Paris-Saclay, qui coordonne le projet, ainsi que avec l'association Terrecité, et puis 2 autres laboratoires, le laboratoire Ecosis de l'INRA et EGCE du CNRS, et le CEA du plateau de Saclay a aussi été un des partenaires du projet. Alors je vais commencer... commencer par essayer de faire défiler mon diaporama, ce qui ne semble pas marcher. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter qu'une partie de notre projet qui est un relativement gros projet. Donc, j'ai choisi une sous-partie qui m'a paru intéressante, mais je commence quand même par vous présenter le contexte général de notre projet, qui est de travailler sur la biodiversité dans les espaces périurbains, avec donc comme territoire modèle le plateau de Saclay. Alors, une des caractéristiques des espaces périurbains pour l'écologie, c'est d'avoir des juxtapositions urbanisées avec des espaces agricoles. Donc, on a une espèce de double vocation de territoire périurbain. Le plateau de Saclay, il a comme première caractéristique d'avoir en cours l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay, qui conduit donc à l'émergence du grand cluster scientifique et technologique Paris-Saclay, qui est en construction à l'heure actuelle. La construction est bien avancée sur ce qui était auparavant un territoire agricole. En parallèle, depuis 2016, il a été mis en place une ZPNAF, donc une zone de protection naturelle, agricole et forestière sur le plateau de Saclay, puisque l'objectif c'était de conserver quand même, de pérenniser ces activités agricoles qui étaient la vocation originale du territoire. Du coup, on est bien sur un territoire qui a vraiment très clairement cette double vocation vers l'urbanisation, mais aussi vers un maintien de l'activité agricole. Donc, ce qui nous a intéressé dans le projet Dynamique, c'était d'essayer de comprendre comment ces 2 façons d'avoir une anthropisation, c'est-à-dire une grosse modification des espaces naturels, donc soit vers l'agriculture relativement intensive sur le plateau de Saclay, soit vers l'urbanisation. Donc, comment ces 2 types d'anthropisation allaient jouer sur la biodiversité qui était présente sur le territoire, et donc par conséquent jouer aussi sur les services écosystémiques qui sont fournis par cette biodiversité. L'objectif un peu plus général du projet étant, in fine, d'essayer de produire des connaissances qui pourraient faciliter la coexistence entre des choses a priori qui peuvent paraître incompatibles au début, mais faciliter la coexistence entre les activités agricoles, l'urbanisation et aussi la biodiversité.
Alors, je vous présente un tout petit peu, ça c'est une image Google Maps du plateau de Saclay que je trouve assez intéressante parce qu'on voit bien, je trouve, l'imbrication des différentes surfaces sur le territoire d'étude. Alors, sur le plateau de Saclay, c'est bien sûr cette zone centrale avec beaucoup d'espace agricole qui est au centre de l'image. On peut voir qu'il est entouré par deux vallées. Sur la gauche, on a la vallée de l'Yvette et sur la droite, la vallée de la Bièvre. C'est des vallées qui ont été urbanisées il y a relativement longtemps. On a gardé un petit peu de forêt sur les pentes qui vont relier les vallées aux espaces agricoles. Et on voit bien qu'à l'heure actuelle, et sur la partie gauche de l'image, sur la zone juste à côté de la vallée de l'Yvette sur la gauche, on peut voir sur ces images qui sont récentes les nouvelles constructions qui correspondent à cette opération d'intérêt national, au développement de Paris-Saclay. Donc, sur ce territoire, on voit bien cette espèce de mosaïque d'espaces avec à la fois des espaces agricoles donc, qui, encore une fois, ont vocation à être pérennes, mais aussi ces surfaces urbanisées qui sont vraiment imbriquées sur le plateau de Saclay. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est pas l'ensemble du projet, mais c'est un des work packages sur lequel nous avons travaillé, qui est d'essayer de comprendre la relation qui existe sur le territoire d'étude entre l'usage des sols et le service de pollinisation. Donc, la sous-question que je vais vous présenter maintenant, c'est comment est-ce que l'usage des sols en milieu périurbain va affecter le service de pollinisation. Alors ici, dans le cadre de cette présentation, par usage des sols, je vais entendre quelque chose un petit peu restrictif, c'est-à-dire ça va être quelle est la proportion des surfaces qui vont être soit en espace agricole, donc sur le médaillon du haut, vous voyez une surface qui est a priori quasiment entièrement en espace agricole, et quelle est la proportion d'espaces urbanisés. Sur le médaillon du bas, vous voyez un exemple de surface qui est a priori quasiment entièrement en espace urbanisé. Sachant que c'est des mesures qui ne sont pas binaires, on n'a pas considéré que l'usage des sols était soit agricole, soit. Ce qu'on a considéré, c'est qu'on avait deux variables quantitatives, la proportion de surface en espace agricole et la proportion de surface en espace urbanisé. Et donc, le médaillon du milieu vous présente bien sûr une situation intermédiaire où on a de façon moyenne les deux types d'utilisation des sols. Et donc ensuite, on a fait des mesures du service de pollinisation dans différents endroits avec ces différents contextes paysagers et on a mis en relation l'efficacité observée du service de pollinisation et l'usage des sols sur le territoire d'étude. Alors, je fais un tout petit détour en me disant que peut-être c'est intéressant pour une partie de l'audience d'avoir un tout petit rappel sur la notion de service écosystémique. Donc, je m'excuse auprès de ceux pour lesquels c'est une notion qui est déjà très évidente. Alors, par service écosystémique, il y a beaucoup de façons de définir cette notion, mais la plus simple, c'est sans doute de dire que c'est tout bêtement les bénéfices que les humains vont pouvoir retirer des écosystèmes. Alors, ces services écosystémiques sont très classiquement divisés en trois grandes catégories qui sont représentées sur la figure qui est ici. On a tout d'abord les services d'approvisionnement. Donc, les services d'approvisionnement, ils sont assez simples à percevoir. C'est tout ce qui va concerner la production de matière par les écosystèmes. Donc, on a notamment la production d'aliments cultivés, qui est bien sûr le service principal, probablement fourni par les espaces agricoles, mais on peut avoir aussi, par exemple, la production de bois, de fibres ou d'énergie. On a ensuite des services qui sont un petit peu plus difficiles à percevoir souvent par les usagers, qui sont tous les services de régulation, qui concernent toutes les situations où les écosystèmes vont fournir ce qu'on appelle justement souvent des services. Ils vont par exemple aider à purifier l'eau, à réduire les crues. Il y a aussi dedans le service de pollinisation dont on va reparler. Et enfin, on a une dernière catégorie qui correspond aux services qu'on appelle culturels, dans lesquels il va par exemple y avoir les loisirs. C'est plus pour beaucoup de loisirs comme la plongée sous-marine ou la randonnée en montagne. La présence d'écosystèmes est bien sûr un gros plus. Et on a deux choses un petit peu différentes aussi dans ces services culturels. Tout le rôle dans l'éducation par exemple, ou dans l'identité, les notions de patrimoine naturel notamment, que peuvent rendre les écosystèmes. Sur la droite de la diapo, vous avez deux images, deux photos qui sont prises sur le territoire d'étude pour illustrer avec des tout petits exemples concrets ces services écosystémiques. La première image vous présente bien sûr un champ de colza dans lequel on peut voir notamment deux services écosystémiques. Alors, bien sûr, d'abord, en premier sans doute, le service de production, d'approvisionnement, la production de colza en pratique, mais aussi on a un service culturel qui est relativement net, c'est-à-dire qu'on a un paysage qui est attractif, qui est plus agréable pour la promenade, par exemple, qu'un paysage complètement urbanisé. Donc là, on a un exemple où on a deux services relativement importants apportés par ce type de paysage.
L'image du dessous vous présente une mare sur le plateau. Là aussi, on va avoir différents types de services, alors qu'ils sont plutôt des services de régulation. Il y a peu d'aspects de production pour des petites mares de ce type. Il n'y a pas de production. Elles ne sont pas utilisées, par exemple, pour des productions de poissons. Par contre, elles vont être très utiles pour avoir un service de réduction des crues en stockant l'eau et en facilitant son infiltration. Elles peuvent aussi avoir un rôle de stockage de carbone, donc lutte contre le changement climatique. Et elles ont aussi, bien sûr, un rôle dans les services culturels. Ça produit un paysage qui est agréable pour les utilisateurs. Donc ça, c'est juste la classification globale. Et nous, maintenant, on a travaillé donc, sur, en particulier, le service de pollinisation. Alors, petit rappel là aussi, qu'est-ce qu'on entend par service de pollinisation? Eh bien, c'est le transport qui est assuré par les insectes du pollen des étamines d'une fleur en particulier vers le pistil d'une autre fleur, donc d'une fleur différente. Sachant que c'est un service qui est extrêmement important puisque la grande majorité des flottes à fleurs, alors suivant la façon dont on fait les estimations, on est entre 70 et 90%. Donc la grande majorité des plantes à fleurs, qu'elles soient sauvages ou cultivées, sont pollinisées par les insectes. Donc elles vont avoir besoin de ce transport de pollen effectué par les insectes pour produire leurs graines et donc se reproduire, ou bien pour produire leur récolte si c'est des plantes cultivées. Quand on pense service de pollinisation, spontanément les gens pensent aux abeilles, et même souvent à l'abeille domestique. Alors, sachant qu'en fait, en Europe, il y a beaucoup d'espèces de pollinisateurs qui sont presque uniquement des insectes. Donc, il y a des papillons, il y a les abeilles, effectivement, hein, qui sont bien des pollinisateurs importants, mais il y a aussi beaucoup d'autres groupes comme les papillons, les cirfes, les guêpes, les mites et les coléoptères qui ont aussi un rôle vraiment important. À l'heure actuelle, une des raisons pour lesquelles, malheureusement, on s'intéresse beaucoup aux services de pollinisation, c'est qu'il y a un déclin relativement marqué des pollinisateurs sauvages, alors qui est multifactoriel, même si le facteur principal, c'est très probablement des modifications d'usage des sols, avec une artificialisation des sols qui conduit à une diminution des ressources alimentaires et aussi de l'habitat pour les insectes sauvages. Et du coup, dans certains cas, on a un service de pollinisation qui est menacé, c'est-à-dire que le service de pollinisation qui reste présent n'est pas forcément suffisant pour couvrir les besoins des plantes sauvages ou des plantes cultivées. Du coup, c'est quelque chose qui est particulièrement pertinent de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, comme étude? Donc, ce qu'on a fait, c'est d'essayer de mesurer le service de pollinisation sur les territoires du plateau de Saclay. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par Virginie Hérodet, qui est une ingénieure qui travaille dans notre équipe AESE, Écologie systématique évolution, donc à Paris-Saclay. Donc, le principe a été de mesurer le service de pollinisation sur 40 points du territoire qui ont des contextes paysagers variés. Alors, les contextes paysagers variés, c'est, j'espère que vous voyez sur les légendes de la figure. Donc, les contextes paysagers variés, c'est ce qu'on a mesuré comme variable, c'est encore une fois la proportion d'espaces urbanisés d'une part et la proportion d'espaces agricoles d'autre part. Donc, sur le petit graphique, vous avez une représentation pour les 40 points en question de ces deux variables telles qu'elles ont été définies. Alors, je vous donne un petit exemple. Pour les points qui sont ici, c'est-à-dire qui ont des proportions importantes d'espaces urbanisés et peu d'espaces agricoles, on est typiquement sur des milieux qui sont très urbanisés. Donc ici, sur la photo, ça représente un des points sur lesquels on a travaillé. Et sur la photo qui est ici, on a des points de ce type, donc avec une proportion importante d'espaces agricoles et donc une proportion très faible d'espaces urbanisés. Donc on est dans des paysages qui sont complètement agricoles, avec ensuite tous les points, avec ensuite pas mal de valeurs qui sont intermédiaires pour ce qui est des deux variables mesurées. Alors, deux petites précisions un petit peu techniques. On a travaillé à chaque fois sur un cercle de 300 mètres de rayon autour de chacun des points pour mesurer ce qu'on appelait le contexte paysager des points. Alors, pourquoi cette valeur de 300 mètres? Cette valeur de 300 mètres, c'est un petit peu un compromis entre les distances d'utilisation de l'espace par les différents groupes d'insectes pollinisateurs. Il y a des nombreux groupes d'insectes pollinisateurs, certains qui se déplacent beaucoup, comme les abeilles domestiques, d'autres qui se déplacent un petit peu moins. Et quand on prend 300 mètres, on est sur quelque chose qui a un compromis relativement bon qui va correspondre à l'utilisation de l'espace pour pas mal des espèces d'insectes pollinisateurs. Deuxième caractéristique, vous remarquerez peut-être que sur les photos, à chaque fois, on a choisi une zone enherbée. On a aussi fait attention à ce que ce soit des zones parfaitement ensoleillées, donc sans ombre portée. Donc ici par exemple et ici par exemple. Ça nous a permis en fait de standardiser en fait le contexte local en utilisant ces bandes enherbées et donc de vraiment pouvoir mesurer le plus efficacement possible l'effet du paysage, l'effet dans ce buffer de 300 mètres, puisque c'était ça notre variable d'intérêt. Donc première partie du travail, sélectionner ces points qui avaient des contextes paysagers variés.
Deuxième partie du travail, sur chacun de ces 40 points, eh bien, on a fait une mesure expérimentale du service de pollinisation. Alors, le principe a été d'utiliser une espèce particulière, le lotier corniculé, qui a la particularité d'avoir besoin d'être pollinisé pour sa mise à fruit. Donc, en fait, il y a beaucoup d'espèces de plantes à fleurs qui ont besoin, qui sont pollinisées par les insectes, et parmi celles-ci, il y en a un certain nombre qui sont ce qu'on appelle auto-incompatibles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas produire des fruits en l'absence de pollinisation par les insectes. Du coup, c'est une propriété qui est intéressante puisque ça nous permet de regarder quelle est la proportion de fleurs qui donnent des fruits. Et ça, en fait, ça permet de mesurer directement l'efficacité du service de pollinisation sur place par les insectes. Donc, sur la photo de gauche, vous avez un exemple de fleur de lotier corniculé qui est en train d'être pollinisée par un bourdon. Donc, sachant que les bourdons sont les pollinateurs principaux en fait de cette espèce. Et le principe a été donc de cultiver dans un premier temps des plantes de lotier corniculé en serre. Ensuite, au moment du début de la floraison, de les apporter sur le terrain, de les laisser sur le terrain pendant une dizaine de jours, en venant éventuellement faire des arrosages quand il faisait chaud, ce qui a représenté beaucoup de routes, puis de les ramener en serre et d'attendre un petit peu pour que la mise à fruit se passe, et ensuite de compter le nombre de fruits par inflorescence qui était produit. Donc là, sur la photo de droite, vous voyez ce qu'on appelle une inflorescence de lotier, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs fleurs. Là, ici, sur la droite, c'est une fleur. Là aussi, c'en est une autre. Et puis là, ensuite, il y a quelques fleurs qu'on distingue un petit peu moins bien. Et ensuite, une fois qu'on a attendu, après avoir ramené les fruits en serre, les pots en serre, pardon, ce qu'on a pu faire, c'est regarder si on se trouvait dans la situation où il n'y a aucun fruit. Là, on voit qu'il n'y a aucune gousse qui a été produite. Ou bien s'il y avait un fruit, c'est-à-dire un passage sur une fleur d'un insecte pollinisateur, ou alors plusieurs fruits. Ici, vous avez une représentation d'une situation où il y a eu 3 visites par des insectes pollinisateurs de la fleur de lotier en question. Donc l'intérêt de ce système, c'est que c'est vraiment une mesure expérimentale du vrai service réel de pollinisation qui a lieu sur le territoire. Le lotier corniculé, c'est une plante que vous connaissez peut-être si vous regardez un petit peu les plantes à fleurs sauvages. C'est une fleur qui est très commune. Et donc, on a pu vraiment avoir cette mesure qui reflète a priori vraiment très bien, l'efficacité ou la non-efficacité, bien sûr, du service de pollinisation sur les différents points du territoire qu'on a étudiés. Alors ensuite, une fois qu'on a eu ces données, donc pendant 2 ans, on a fait ces mesures de service de pollinisation sur les stations. Ensuite, on a utilisé une analyse statistique, donc un modèle linéaire généralisé pour traiter ces données. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une interaction positive entre les surfaces agricoles et urbanisées pour le service de pollinisation. Alors, ça s'est représenté sur la figure de gauche. Je ne sais pas si elle est complètement claire. Ce que vous avez en abscisse, en ordonnée d'ailleurs, c'est le nombre de fruits par inflorescence qui est produit par nos lotiers. Donc, c'est une mesure directe de l'efficacité du service de pollinisation. Plus on est haut, plus ce service de pollinisation est important. Et ensuite, vous avez 3 courbes qui représentent donc ce nombre de fruits par inflorescence en fonction, en abscisse, de la proportion de surface agricole. Première situation, c'est la courbe qui est représentée en bleu foncé. On a la relation entre la proportion de surface agricole en abscisse et le nombre de fruits par inflorescence pour les points qui sont situés dans des zones où il y a une proportion relativement importante de surface urbaine. Et là, on voit bien qu'on a une relation positive entre les 2 variables, c'est-à-dire que quand on est dans une situation où il y a de l'urbain, eh bien, augmenter la quantité de surface agricole a plutôt un effet positif sur le service de pollinisation. Réciproquement, si je prends par exemple la dernière courbe en pointillé qui est tout en bas, là on voit qu'au contraire, quand on est sur des points qui ont peu de surface urbaine, eh bien, on a cette fois-ci une relation qui est négative entre la proportion de surface agricole et l'efficacité du service de pollinisation. Donc, on a bien une interaction positive entre ces 2 facteurs, proportion de surface agricole et proportion de surface urbaine. J'ai fait une représentation simplifiée sur la droite pour que ce soit peut-être plus simple à visualiser. Donc là, c'est une représentation beaucoup plus simple. On a sur cette barre-là l'efficacité du service de pollinisation pour les stations qui sont purement agricoles. À droite, l'efficacité du service de pollinisation pour les points qui sont situés dans une zone purement urbaine. Et au milieu, l'efficacité du service de pollinisation pour les zones qui sont mixtes, donc avec une proportion relativement importante, à la fois de surface agricole et de surface urbanisée. Et ce qu'on peut voir bien sûr, c'est qu'il y a une grosse interaction positive entre les deux et qu'il y a un service de pollinisation qui est beaucoup mieux assuré dans les zones qui sont mixtes que dans les zones qui sont soit purement agricoles, soit purement urbanisées. Donc ça, c'est notre résultat principal.
Alors, donc notre résultat principal, c'est que les paysages mixtes, avec à la fois donc, des surfaces agricoles et des surfaces urbanisées, sont plus favorables pour le service de pollinisation que des surfaces qui sont soit purement agricoles, soit purement urbaines. Alors, pour quelle raison? On a une explication qui est relativement simple, qui est la suivante. Les zones urbaines, notamment pour le groupe des pollinisateurs de type abeille, pour les hyménoptères, sont relativement favorables en termes de sites de nidification. Donc, il y a pas mal d'endroits en ville, c'est typiquement les vieux murs, c'est des allées un peu sableuses, dans lesquelles les abeilles vont pouvoir faire leur cycle de reproduction. Par contre, les zones urbaines sont relativement plus riches en ressources florales, en ressources alimentaires pour les abeilles en question, et donc elles ont le gîte assuré, mais pour le couvert, c'est beaucoup moins ça. Les paysages agricoles, c'est bien sûr exactement le contraire, c'est-à-dire qu'en zone purement agricole, on a, notamment quand c'est des productions de colza ou de tournesol, par exemple, qui sont deux cultures fréquentes sur notre territoire d'études, ça représente des quantités de ressources alimentaires extrêmement importantes pour les insectes pollinisateurs. Donc, c'est vraiment à volonté, en fait, tellement la production est importante. Par contre, au contraire, on a très peu de sites de nidification. C'est des paysages qui sont très simplifiés d'un point de vue écologique. Et donc, il y a très peu d'endroits où les abeilles vont pouvoir faire leur cycle de reproduction. Du coup, bien sûr, quand on est sur un paysage mixte, où on a à la fois des zones urbanisées et des zones agricoles, du coup, il y a bien cet aspect et le gîte et le couvert pour les insectes pollinisateurs, c'est-à-dire qu'il y a bien à la fois des sites de nidification et des sites et des zones en fait, qui vont produire de grandes quantités de ressources alimentaires. Du coup, on comprend bien pourquoi c'est plus favorable pour les insectes pollinisateurs. Du coup, comme conclusion sur cette étude, ce qu'on avait trouvé intéressant, c'est que en écologie, l'anthropisation des milieux, donc que ce soit vers l'urbanisation ou vers l'agriculture intensive, c'est quelque chose qui est plutôt défavorable pour la biodiversité. Donc en fait, on aurait pu avoir une inquiétude comme quoi les deux types d'anthropisation, activité agricole et puis urbanisation, ce serait un petit peu la double peine. Dans certains cas, ça peut être possible, mais en fait, dans ce cas précis, c'est-à-dire dans l'étude du service de pollinisation, au contraire, on a plutôt un effet de complémentarité entre les deux types d'espaces, et du coup, cette double vocation qui est typique des espaces périurbains, elle a, dans certains cas, donc en tout cas dans le cas de ce service de pollinisation, un effet qui est plutôt favorable sur la biodiversité. Voilà, je termine en rappelant, comme je l'avais indiqué au début, les partenaires du projet en général et en mentionnant les personnes qui ont travaillé sur l'étude que je vous ai présentée, donc sur le service de pollinisation. Donc Carmen Bessa-Gomez a fait le design des stations pour assurer la conception en fait du protocole. Virginie Rodet a réalisé tout le travail sur le terrain. Estelle Renaud a participé aux analyses statistiques et moi je me suis occupée de la coordination. Voilà, j'ai terminé. Je vous écoute maintenant. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation donc extrêmement synthétique et très riche. Donc on voit bien effectivement tous les enjeux d'interface entre des territoires, des espaces qui ont des textures variées en termes d'occupation du sol. Alors peut-être pour lancer la discussion, moi j'avais une question, alors évidemment un peu de béotien en tant que sociologue, ne maîtrisant pas du tout ce type de méthodologie. Tu as avancé l'explication des sites de nidification comme opportunité intéressante pour les espèces dans les espaces urbains. Et je voulais savoir si aussi toute la question de la diversité des cultures qu'on peut trouver dans les espaces cultivés intra-urbains ou du périurbain, jardin ou autre, est-ce que c'est quelque chose aussi qui pouvait jouer un rôle par rapport à des espaces d'agriculture, on va dire, monofonctionnels, ou en tout cas très très spécialisés, hein, notamment quand on est dans des espaces de grande culture en Île-de-France. Donc là, je voulais te poser la question là-dessus. Et puis une deuxième question aussi pour continuer aussi sur ces enjeux un peu d'urbain et de rural. Est-ce que l'effet est le même ou est-ce que tu as en tout cas des pistes ou des hypothèses par rapport aux trames d'urbanisation? Je pense à une position peut-être un peu schématique, mais entre espace pavillonnaire et puis espace très densément bâti, où on peut avoir finalement les mêmes espaces consacrés au jardin, mais sous forme d'espace public,
quand on densifie, hein, par exemple. Et puis à l'inverse, quand on est dans le pavillonnaire, on peut avoir la même quantité, hein, d'espace entre guillemets naturel, mais complètement émietté, hein, sous forme de jardin domestique. Donc voilà, c'était un petit peu les deux questions sur lesquelles je voulais avoir ton sentiment. Ce sont des questions très intéressantes toutes les deux. Alors, j'y réponds dans l'ordre. Alors, sur la première question, et effectivement, le rôle des jardins, c'est aussi quelque chose alors que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui, mais sur lequel on a travaillé, notamment dans le cadre d'une thèse qui s'est terminée il y a un an maintenant, réalisée par Marine Levé. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'effectivement, les jardins privés, alors pourquoi les jardins privés? Parce qu'en fait, quand on regarde des surfaces en espace vert à l'intérieur des villes, en fait, c'est dans la plupart des cas les jardins privés qui vont prédominer. Donc, en termes de proportion d'espace vert, il y a beaucoup de travail qui ont été faits sur les jardins collectifs ou sur les parcs urbains, notamment parce qu'ils sont faciles d'accès. Mais par contre, en termes de proportion de surface verte, clairement, c'est les jardins privés qui sont dominants en général. Donc, on a fait un travail comme ça sur les jardins privés. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'effectivement, c'est des milieux qui sont en fait vraiment relativement favorables, notamment pour les insectes pollinisateurs et pour les plantes à fleurs. Alors, pour différentes raisons. D'une part, parce que ça dépend vraiment beaucoup des propriétaires de jardin, enfin des jardiniers, on va dire, mais assez souvent, ils ont des modes de gestion qui sont peu intensifs, et donc on va avoir des habitats qui sont à la fois relativement riches en ressources et qui vont produire et qui vont fournir aussi ces sites de reproduction. D'autre part, une autre particularité des jardins qui est vraiment très intéressante pour la biodiversité des insectes, c'est que les espaces agricoles, c'est vraiment buffet à volonté pour les insectes, mais sur une période de temps qui est vraiment restreinte. C'est-à-dire qu'un champ de colza, ça représente des très très grandes quantités de ressources, mais c'est en fleurs peu de temps. Même chose pour un champ de tournesol. Et réciproquement, dans les jardins, notamment parce qu'en plus, il y a cette volonté souvent des jardiniers justement d'étaler les floraisons. On va pouvoir avoir des floraisons qui commencent très tôt dans l'année et qui vont se terminer très tard dans l'année, avec beaucoup de diversité d'espèces. Du coup, on a une espèce aussi là de complémentarité un petit peu temporelle des autres types d'espaces, donc avec les jardins qui vont produire nettement moins de ressources en quantitatif. Hein, si on mesure, alors c'est des mesures qui ont été faites pas mal, on peut mesurer la quantité de nectar produite par unité de surface. Alors un champ de colza, ça bat tous les records possibles, hein. Mais par contre, si on fait ces mesures en regardant aussi la dimension temporelle, eh bien c'est quelque chose qui est beaucoup plus faible, mais beaucoup plus régulier pour les jardins. Et du coup, c'est quelque chose qui est aussi favorable pour beaucoup plus d'espèces. En gros, pour pouvoir utiliser les champs qui représentent ces ressources à volonté, il faut avoir des espèces qui vont pouvoir utiliser de façon très forte une fenêtre temporelle très courte, et on n'a pas tant que ça. Et pour les jardins, en fait, il y a plus d'espèces qui seront capables de les utiliser. Alors, la deuxième question était très intéressante et j'essaie de m'en rappeler. Ah oui, jardin collectif, enfin, espace plutôt collectif versus espace privé, hein, c'était ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors, on a aussi des petits résultats sur ce sujet. Un des intérêts, comme je le disais un petit peu précédemment, des jardins privés, c'est que ce qu'on a comme données en termes de gestion indique que, par exemple, les espaces verts publics ou alors les jardins, les espaces verts en fait des grands ensembles, des résidences typiquement. Hein, il y a beaucoup de résidences en milieu périurbain qui ont souvent, pas toutes, mais souvent des espaces verts éventuellement assez significatifs. Le mode de gestion pour ces jardins qui sont des jardins collectifs est souvent beaucoup plus intensif que celle des jardins privés. Donc en fait, a priori, on a un rôle plutôt plus favorable des jardins privés. Ceci dit, on a fait une enquête sur ce sujet et ce qu'on avait trouvé vraiment intéressant, c'est que les gens qui sont dans un système de jardin collectif, global, donc encore une fois, très concrètement, c'est les espaces verts des résidences. Hein. Les gens qui sont dans ce type de système participent généralement pas du tout à leur entretien, donc c'est des jardiniers professionnels, il n'y a pas de participation des gens, mais ils expriment une demande vraiment importante pour le faire et ils sont aussi demandeurs de modes de gestion un peu plus douces. Donc, ce qui indiquerait, à mon avis, qu'à l'heure actuelle, le potentiel pour la biodiversité de ces espaces verts un peu collectifs n'est pas si important que ça, mais qu'il y aurait un gros justement potentiel de gain en fait dans cette direction, suite à ce qu'on a vu des demandes en fait des habitants qui sont concernés. Merci beaucoup Emmanuel. Mathieu, je te donne la parole. Oui, une question, puis après on passera aux questions sur le chat. J'ai une question aussi un petit peu dans la même ligne que celle de Romain, la dernière. Est-ce que vous avez pu éventuellement observer des effets d'autres types d'occupations que ceux identifiés, notamment les friches,
ou les espaces boisés, où on pourrait attendre finalement aussi un effet positif en la matière? Oui, alors on n'a pas fait de mesure, mais en fait on pourrait le faire avec le design, mais on l'a pas fait pour l'instant, de l'effet des surfaces boisées, tout bêtement parce qu'en fait les espaces boisés, c'est des espaces qui sont globalement favorables pour la biodiversité, mais défavorables pour les insectes pollinisateurs. En fait, les espaces boisés, hein, si vous pensez à une forêt, il y a peu de lumière qui vient au sol, il y a très peu de plantes à fleurs, donc en fait on a aussi très peu d'insectes pollinisateurs. Du coup, notre système ne nous paraissait pas très adapté en fait pour comment dire. On a un effet négatif des surfaces boisées, mais qui est un peu, qui est vraiment très pollinisateur dépendant. C'est des espèces qui ne sont pas inféodées au milieu de type forêt. Pour les milieux de type friche, on a des choses qui sont relativement favorables, moyennement favorables, on va dire. C'est beaucoup moins défavorable qu'un espace agricole intensif à 100% par exemple. Et ça dépend très logiquement vraiment beaucoup du mode de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, les insectes pollinisateurs, ce dont ils ont besoin, c'est des plantes à fleurs. Donc, et l'idéal pour eux, du coup, en termes d'entretien, c'est un entretien un peu intermédiaire. Enfin, en gestion, j'aurais plutôt dire, c'est une gestion un peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'une friche qui est en train de se refermer, donc qui est envahie par exemple par des ronces et par une strate arbustive, c'est pas extrêmement favorable. Par contre, une friche qui est fauchée typiquement une fois par an, par exemple, là, on va garder une bonne couverture de plantes à fleurs. Et donc, pour les insectes pollinisateurs, c'est un milieu effectivement qui est plutôt bien favorable. Donc, on a une grande hétérogénéité dans les friches suivant la façon dont elles sont traitées. Et puis, j'imagine les surfaces de contact aussi, parce que les espaces boisés, ce qui peut être intéressant, c'est les écotones qui l'environnent, hein, les lisières. Du coup, il y a peut-être un effet. Oui, complètement. Ça, c'est des effets dont on attend à ce qu'ils soient forts. Après, notre design, on a 40 points, c'est pas tant que ça. Donc, en fait, on peut pas regarder tant de trucs que ça dessus. Donc, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait des effets, je pense, de type lisière. Ça paraît complètement intuitif. Par contre, notre système expérimental ne nous permet pas de faire cette mesure. Mais oui, complètement. Justement, il y a des questions sur les aspects expérimentaux. Une question de Nicolas Leguet, qui est écologue et qui, du coup, s'interrogeait sur le fait d'utiliser une seule espèce indicatrice, hein, le lotier, et qui est majoritairement pollinisé par les bourdons. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un biais, selon lui, dans l'évaluation du service écosystémique de pollinisation? Et on pourrait s'interroger sur ce modèle-là. D'accord. La réponse est simple, oui, tout à fait. Alors, l'intérêt du système lotier, c'est que c'est un système qui est relativement simple à mettre en œuvre et puis qui fournit… En fait, on voulait vraiment faire une vraie mesure du service de pollinisation. C'est-à-dire qu'assez souvent, le service de pollinisation, il est mesuré en regardant, alors des fois simplement les surfaces, est-ce que c'est une surface plutôt, etc. Ou alors des fois en l'extrapolant à partir de la diversité des insectes pollinisateurs. Donc, c'est des mesures qu'on a faites en parallèle, la diversité des insectes pollinisateurs, alors que je ne présente pas parce que bon, c'est assez court, alors j'ai essayé de choisir un petit angle, mais on voulait avoir vraiment quelque chose qui corresponde à ça a été pollinisé ou ça n'a pas été pollinisé. Donc, d'où l'intérêt de ce système. Après, la personne qui a fait la remarque a entièrement raison. Là, en fait, ce qu'on mesure, c'est l'efficacité d'un sous-ensemble du service de pollinisation. Le service de pollinisation, il est assuré par une grande diversité d'espèces, alors c'est quelque chose qu'on étudie. Alors, je rentre pas du tout dans le détail de la partie écologie du projet, mais en fait, on a tout un travail sur les plantes à fleurs qui sont présentes sur chaque point et toute la diversité des insectes pollinisateurs. Et donc, on a reconstruit tous les réseaux d'interaction en fait entre les plantes et les pollinisateurs sur chaque point. Et on est en train de regarder si on a une réaction avec ou sans point de basculement en fonction de l'anthropisation du milieu. Donc, c'est aussi des choses qu'on a. Je me suis un peu perdue dans la réponse à la question. Donc, oui, tout à fait. C'est une mesure qui est un peu, qui n'est pas complète. On ne mesure pas. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le préciser. J'ai voulu rester un petit peu simple. En fait, je dis qu'on mesure le service de pollinisation, mais en fait, on mesure un sous-ensemble du service de pollinisation. Et notamment, il y a la question de l'échelle spatiale. Donc pareil, ça j'ai laissé un petit peu sous le tapis, mais l'échelle spatiale qu'on a utilisée, les 300 mètres du diamètre, du rayon d'ailleurs, du cercle qui nous sert à estimer le paysage, ils sont bien adaptés à des pollinisateurs de relativement grande taille
comme les bourdons, c'est pas une coïncidence bien sûr. Par contre, pour d'autres types d'insectes pollinisateurs qui ont des rayons de déplacement plus petits, on s'attend quand même, je pense, à ce type d'effet, mais peut-être pas exactement à cette échelle spatiale. Peut-être que là, du coup, il faudrait être sur des échelles spatiales un petit peu plus fines. En tout cas, pour conclure, oui, tout à fait, ça aurait été mieux d'avoir beaucoup d'espèces. Alors, ceci dit, pourquoi est-ce qu'on l'a fait que sur le lotier? En fait, on a fait des essais avec 4 espèces différentes de plantes auto-incompatibles. Donc, il faut vraiment des plantes qui ne sont pas capables de produire des graines en autonomie, si je peux dire, qui ont vraiment besoin du service de pollinisation. Et le lotier est le seul sur lequel on a réussi à la fois à avoir une gestion de la croissance, de produire des fleurs de lotier de façon à peu près répétable, et des graines qui ne se détachent pas immédiatement et donc qu'il soit possible de compter raisonnablement facilement. Donc là, c'était vraiment pour des raisons très pragmatiques. Au départ, on espérait avoir 4 espèces et puis en fait, on a fait le travail sur une seule. Mais c'est une vraie limite du travail, effectivement. Une autre question sur la fréquence des relevés en termes de saison et donc voilà, une question de précision sur la méthodologie utilisée. Oui, alors pour le service de pollinisation, en fait, on a fait uniquement, on a travaillé 2 années de suite, mais une seule fois. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait une mesure du service de pollinisation en juin, en 2018 et en 2019, notamment parce qu'en fait, la floraison du lotier, bon, j'exagère, elle n'est pas si étalée que ça, mais il y avait aussi une contrainte extrêmement pragmatique. En fait, c'est une manip qui demande beaucoup d'heures de travail, de dépouillement derrière. Et si on avait fait d'autres suivis plus tard en saison, en fait, ça empêchait la personne de les faire de partir en vacances, ce qui ne semblait pas une possibilité acceptable. Donc, on a fait complètement, parce que du coup, ça prend 1 mois et demi en fait à faire la manip, et puis il n'y a pas d'interruption possible à partir du moment où on a mis les plants sur le terrain. Après, il y a du travail d'installation, d'arrosage, de retour en serre et puis de comptage qui ne peut pas être fait, en tout cas qu'on ne voulait pas faire en décalé. Du coup, on n'a fait qu'un passage en juin qui correspond à quand même la floraison principale du lotier. Alors par contre, pour les données plus générales qu'on a mesurées sur les plantes à fleurs et sur les insectes pollinisateurs, là on a fait 3 passages par saison pendant les 2 années, donc au début du printemps, printemps un petit peu avancé, et puis, enfin, bref, on a fait 3 passages répartis entre le début du printemps et la fin de l'été. J'avais une question également, Emmanuel, sur le contexte particulier de l'Île-de-France, donc qui est une région de grande culture céréalière. Est-ce que tu as des contrepoints d'études faites dans des régions de polyculture élevage où on pourrait, j'imagine, avoir un impact des systèmes de culture sur les résultats qui pourraient être différents? Je renverse un peu ma question tout à l'heure qui portait plus sur l'impact de la maille urbaine, mais là c'était plus sur l'impact des modèles agricoles. Oui, alors il y a effectivement différents modèles de systèmes agricoles. Sur le plateau de Saclay, donc sur notre territoire d'études, on est dans une zone qui est quand même principalement céréalière, qui est principalement grande culture, avec donc céréales et puis aussi colza, tournesol, un petit peu de maraîchage et puis un petit peu aussi d'élevage, mais quand même principalement tourné vers les grandes cultures. A priori, du point de vue service de pollinisation, alors il y a 2 choses qui me paraissent un petit peu pertinentes, qui sont le besoin du service de pollinisation. Alors je suis passée vite là-dessus, mais en termes de culture, les céréales n'ont pas besoin d'être pollinisées par les insectes, donc il n'y a pas d'enjeu service de pollinisation quand on est sur des céréales. Il y en a par contre en grande culture, donc sur le colza et le tournesol et puis un petit peu d'autres. Par contre, pour tout ce qui est maraîchage et arboriculture, il y a un très gros enjeu service de pollinisation, puisque j'allais dire la totalité, mais je ne suis pas agronome, donc la grande majorité, au moins on va dire, des fruits et des légumes qui sont cultivés ont besoin en fait d'une pollinisation par les insectes. Et donc il y a des enjeux qui sont sans doute plus importants que sur le plateau de Saclay quand on est sur des types de cultures comme ça, où notamment le maraîchage est bien développé. Ensuite, cette fois-ci, dans l'autre sens, est-ce que d'autres types de cultures vont avoir un impact différent sur le service de pollinisation? A priori, on peut effectivement penser que les grandes cultures, a priori, d'après les données qu'on a, les grandes cultures, c'est quand même un petit peu le pire possible. C'est-à-dire qu'on a peu de diversification et on a très peu d'habitat. Quand on est par exemple en arboriculture, on a des milieux qui ne sont pas forcément défavorables qui sont plutôt pas mal en fait
pour les insectes pollinisateurs, c'est-à-dire qu'on a des arbres qui fournissent en fait pas mal de nectar, hein, des pommiers par exemple, ça donne une production importante, et on garde un paysage qui est en général pas complètement simplifié, donc on va conserver un petit peu des habitats. Donc, pour répondre à la question, a priori, les grandes cultures, d'après les données qu'on a, d'une façon générale, assez logiquement, hein, les grandes cultures, ça correspond à des paysages, des écosystèmes qui sont extrêmement simplifiés et qui sont un petit peu le plus défavorable possible pour la biodiversité en général. Il y a aussi, oui, j'ai oublié, une question d'échelle. On revient beaucoup à cette question, enfin, c'est une question qui revient souvent hein, quand on est en écologie, bien sûr, celle de l'échelle spatiale. Les grandes cultures sont associées avec des grandes parcelles, donc peu de diversité à une petite échelle, et réciproquement, d'autres types de cultures sont associés avec plus de diversité à des échelles spatiales plus petites, en fait. Du coup, on a des questions un petit peu sur le type d'agriculture et de pratique. Est-ce que vous avez notamment agriculture conventionnelle? Est-ce qu'il y a de l'agriculture biologique? En gros, est-ce que vous avez conduit en parallèle de vos échantillons des observations, des enquêtes sur les usages et des pratiques agricoles dans les zones prospectées? Alors ça, c'est des données qui sont déjà disponibles, c'est-à-dire que sur le territoire du plateau de Saclay, il y a beaucoup de grandes cultures, même si c'est pas que ça, et il y a une proportion qui n'est pas négligeable alors soit d'autres types d'exploitation, il y a du maraîchage par exemple, et il y a aussi une proportion relativement importante, hein, on est je crois à 2 fois la moyenne nationale, d'exploitants qui sont en bio. Donc ça, c'est très clairement des choses qui vont jouer sur nos paramètres. Par contre, en fait, on avait vraiment essayé de voir si on aurait pu étudier directement les faits. Et en fait, on a conclu que ce n'était pas tellement possible si on voulait rester sur le territoire d'études qui nous intéressait. Parce qu'en fait, vu le nombre d'exploitations des différents types, vu leur répartition, en fait, on avait trop d'effets confondants. Donc, autant ça paraît extrêmement vraisemblable que ce soit quelque chose qui joue, autant notre système expérimental ne nous permet pas de le tester explicitement. Il aurait fallu être sur une échelle géographique plus large et on avait choisi, pour plein de raisons, de rester à l'échelle du plateau de Saclay. Du coup, ce n'était pas possible. Mais oui, la question est pertinente et la réponse serait probablement oui, bien sûr. Alors, sachant qu'il y a des études qui avaient été faites sur la relation entre bio, pas bio et le service de pollinisation et qui montraient qu'une des choses qui jouait très favorablement en bio sur le service de pollinisation, c'était, alors bien sûr, hein, l'absence d'insecticides notamment, mais aussi le fait qu'on retombe sur cette notion d'utilisation de l'espace. Les exploitations en bio avaient tendance à ne pas avoir ces très grandes surfaces homogènes, mais au contraire avoir des plus petites surfaces plus diversifiées. Et donc ça, c'était un autre facteur a priori vraiment favorable pour le service de pollinisation, qui est associé au bio, même si c'est un petit peu indirect en fait. Et une question un peu attenante sur les systèmes de culture, une question aussi pour savoir si tu as pris en compte avec tes collègues dans cette étude aussi tout ce qui est rotation dans les systèmes de culture. Non, ça c'est quelque chose en fait, c'est la même réponse que pour la question précédente. C'est très clairement des choses qui sont super intéressantes. Il y a une doctorante d'un des chercheurs de l'équipe, François Chiron, qui travaille sur qui travaille à inclure ce genre de choses. Donc elle travaille sur l'effet des bandes fleuries, notamment entre autres hein, sur les insectes pollinisateurs, avec comme variable justement le type de rotation qui est faite. Par contre, pour notre étude à nous, le système qu'on avait, encore une fois, on a une quarantaine de points, ce qui représente déjà un gros travail sur le terrain. Mais par contre, ça ne nous permet pas de tester des effets complexes, en fait, tels que peuvent l'être des systèmes de culture différents. Mais très clairement, encore, même réponse que précédemment, oui, c'est un facteur qui joue et oui, c'est un facteur super intéressant. Nous, on n'a pas pu l'étudier, mais ce serait évidemment extrêmement pertinent de l'étudier. Du coup, une dernière petite question de précision de la méthode. Hein. Donc, du coup, il y a une demande de précision sur les observations. Elles se font sur un rayon de 300 mètres ou un diamètre de 300 mètres. Je crois que c'est rayon de 300 mètres. Oui, alors j'ai peut-être fait moi la confusion à l'oral. C'est effectivement un rayon de 300 mètres. Alors par convention, quand on travaille sur des buffers comme ça, on indique le rayon. Le rayon. Très bien. Merci beaucoup de votre intervention. On arrive au bout du temps imparti pour ce webinaire.
Donc on vous remercie de votre présentation et de la réponse aux questions très claires et très pertinentes, donc qui intéressent directement notre problématique des liens urbains et ruraux avec une approche par l'écologie. C'est assez complémentaire de ce qu'on a pu voir par les sciences humaines. On voit que finalement ces questions d'écologie renvoient à des questions de gestion, de politique publique et d'analyse des pratiques agricoles, hein, donc qui nous traversent aussi en sciences humaines. Et du coup, on va, si vous êtes d'accord, pour ceux qui le souhaitent, hein, vous pourrez continuer à poser vos questions directement à Emmanuel Baudry via son mail, hein, qui est dans le chat. Et puis, vous retrouverez la vidéo complète, hein, du webinaire en ligne sur la chaîne YouTube du PSDR4 et de notre groupe Lien Urbain-Rural. Donc, nous vous remercions. Merci pour votre invitation. Merci Emmanuel. Bonne fin de journée, merci beaucoup. Merci.